Bien. Salam alaikum. Hein. Mohamed. Ok, merci beaucoup. Salam alaikum. Bien, merci pour les amis que je vois là qui se sont déplacés pour cette keynote. On m'a demandé aujourd'hui d'intervenir sur un domaine que je pense connaître un peu, pour ne pas dire maîtriser, hein, parce qu'on ne maîtrise rien. On apprend tous les jours. La communication dans le cadre de ce salon BIK 2025. Et on m'a assigné la thématique communiquer autrement. Comment renforcer l'image des entreprises vu qu'on est dans un salon de l'entrepreneuriat, mais aussi travailler sur l'attractivité du pays, donc des Comores. Je vais essayer en moins de 3 quarts d'heure développer quelques idées et, autour de ce sujet. Idéalement, j'aurais aimé avoir un PowerPoint pour diffuser un peu ce que je suis en train de raconter, mais les conditions techniques ne le permettent pas. Donc, du coup, on va, je veux dire, on va échanger. J'aurais aimé que ce soit un échange, mais bon, la règle veut que j'expose et puis après, on aura une séance questions-réponses. Et pour démarrer, cette thématique qu'on m'a demandé de travailler aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà annoncé, communiquer autrement, renforcer l'image des entreprises et l'attractivité des Comores. Euh, comment dirais-je? Je ne souhaiterais pas vous faire un cours enfin, avec des théories, genre la communication, c'est avoir un objectif, un message, des outils de communication et une cible. Je préférerais plutôt aujourd'hui enfin, vous donner quelques cas concrets, en tout cas des exemples que moi j'ai vécu, vu que je suis rentré au pays il y a maintenant 8 ans, si je ne me trompe pas. J'ai étudié en France le droit et la communication. J'ai fini par un master en communication politique. J'ai eu l'occasion d'y travailler, de gagner un peu en expérience avant de rentrer au pays. Et où j'ai pu créer, ou on va dire co-créer avec des amis très proches, l'agence de communication Tartib, qui m'a donné les clés, ou en tout cas l'opportunité de pouvoir intervenir dans ce domaine qui aujourd'hui est en train d'évoluer. Il y a beaucoup d'agences de communication qui existent maintenant. Le métier lui-même de communication, en tout cas le domaine de la communication, est en train de prendre de l'ampleur. Je pense que euh, tout le monde a commencé à comprendre l'utilité, en tout cas les entreprises, les institutions publiques, les différents projets qu'il y a au Comores, commencent à comprendre l'utilité ou l'importance de communiquer. Dans un pays où il y a, on va revenir peut-être une dizaine d'années en arrière, les gens pensaient que, enfin, surtout les entreprises, pensaient qu'il fallait juste exister, vendre un produit ou un projet, et que certains étaient des leaders du domaine, ou bien ils étaient seuls, par exemple, et que comme les Comoriens, enfin la population consommait, ils ne voyaient pas l'utilité de communiquer. Et où, pendant longtemps, on a confondu communication et, comment dirais-je, et information. Par exemple, avant, communiquer, c'était avoir quelqu'un qui sait très très bien parler, qui va aller dans les médias, pour voilà, évoquer un projet ou une entreprise, ou bien qui sait très très bien écrire. On va envoyer un article à l'Ouatan ou la Gazette ou les différents journaux qui existaient dans ce pays. Mais petit à petit, les gens ont commencé à prendre conscience de l'importance de communiquer. Parce que même si j'ai dit je n'aimerais pas faire un cours de théo, enfin on n'est pas dans un cadre scolaire, mais un petit constat, communiquer, c'est s'effacer, c'est ne pas exister. On peut avoir un projet, les gens peuvent le connaître, mais si on ne communique pas, on peut facilement être dépassé par les autres. Je me rappelle pour rentrer dans des cas concrets, quand je suis rentré, que j'ai co-créé Tartib et que j'ai commencé à démarcher des entreprises pour essayer de leur vendre nos services, enfin,
chercher des rendez-vous, on allait les voir en leur disant on aimerait vous accompagner dans votre communication et le marketing. On peut faire ci, on peut faire ça pour vous aider à grandir et à remplir vos objectifs. Souvent, j'avais des gens qui étaient des domaines, enfin qui étaient des leaders d'un domaine, ils me disaient, mais je ne veux pas citer des cas, mais ils me disaient qui ne connaît pas notre entreprise aux Comores? Tout le monde connaît ce qu'on fait, les gens consomment. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une agence de communication. Certains me disaient, de toute façon, on a déjà un chargé de com, ou bien on a un département de communication à l'intérieur de notre structure. Pourquoi alors nous prendre la tête et payer une agence pour des services qu'on peut faire en interne? Dans ces cas-là, j'évoquais le cas Coca-Cola. Enfin, je leur demandais, selon vous, quelle est l'entreprise, en tout cas au niveau mondial, qui communique le plus? En tout cas, qui fait de la publicité tout le temps, tous les jours. Certains avaient la réponse, d'autres non. Je leur disais Coca-Cola. Et pourtant, qui ne connaît pas Coca-Cola? C'est impossible. Enfin, on est né, on a toujours vu Coca. Et pourtant, ils continuent à marteler tous les jours, dans tous les types de supports, que ce soit en ligne, vidéo, journaux. On peut aller au fin fond du pays, on verra une enseigne Coca-Cola. Un peu partout, Coca-Cola nous martèle tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle il reste numéro 1 dans son domaine. Donc, du coup, quand j'ai eu ces entreprises comoriennes qui m'ont dit qu'ils ne voient pas l'utilité de communiquer ou d'engager une agence, je leur donnais cette réponse-là. Et heureusement, les choses ont commencé à changer. Je ne vais pas m'aventurer enfin, ce que je vais raconter là, ce n'est pas une science, mais de mon petit constat, je pense que les choses dans le domaine de la communication ont commencé à... Il y a eu un tournant avec l'arrivée de Telma aux Comores. Je ne remercierai jamais assez Telma. Parce que quand Telma sont arrivés, eux qui étaient déjà habitués à la concurrence à Madagascar et qui s'y connaissaient et qui communiquaient beaucoup à Madagascar, quand ils arrivent aux Comores, où ils avaient en face Comores Telecom qui avait quasiment 20 ans devant, qui était le leader parce qu'ils étaient seuls. Et pour rappel, à un moment donné, Comores Telecom n'avait pas besoin de faire des efforts pour communiquer parce que c'était la seule société. On consommait. Si vous vous rappelez bien, au démarrage, Comores Telecom, ils nous vendaient des puces à 75 000. Et on nous obligeait à acheter avec un téléphone. On ne pouvait pas utiliser un autre téléphone. On consommait, ils étaient les seuls. Mais la donne a changé. Quand Telma est arrivé, eux, ils connaissaient c'était quoi la concurrence et ils étaient déjà habitués à communiquer. Et moi, en tant que communicant, j'ai été admiratif du travail qui a été fait parce qu'ils ont rendu le pays jaune pendant un certain temps. Partout, tu voyais du Telma. Mais vraiment, c'était exceptionnel. Et ça a été un argument pour nous, communicants, pour nous qui avons des entreprises en communication, d'aller voir les autres en leur disant, vous voyez ce que fait Telma? Je prends le cas Comores Telecom, qui est le concurrent direct. D'ici quelques temps, s'ils continuent à faire ce qu'ils font et que vous restez parce que vous êtes le leader, ils vont vous enterrer. Je suis désolé, hein, Comores Telecom, c'est mes amis, mais voilà, c'était un constat. En tout cas, une idée pour moi de pouvoir vendre mes services. Et la preuve, Telma a changé, je ne sais pas il y a combien de temps là, enfin, j'étais pas au pays. Ils sont passés de Telma à Yas et la communication, elle était agressive. Mais là, ils sont rentrés dans un domaine, dans un monde où les Comores ont compris c'est quoi déjà la communication. Aujourd'hui, on est passé à Yas, mais vraiment facilement. Ils ont réussi à imprimer cela dans le collectif, dans l'imaginaire collectif. Donc du coup, pour revenir au cas de Télécom, comme je le disais, je ne remercierai jamais assez Telma, là je reviens sur mon cas, parce que ça m'a permis de pouvoir convaincre Comores Telecom en tout cas, et s'attacher à nos services et les accompagner. Et là, il y avait du répondant. Aujourd'hui, enfin, depuis, ils ont développé dans chacune des deux sociétés un service de benchmark et de veille concurrentielle. Ce que Comores Telecom n'avait pas besoin de faire avant. On regarde ce que fait l'autre, et puis voilà, il y a cette bonne guerre qui se fait entre les deux opérateurs hein, de téléphonie. C'était génial de notre côté de lancer des projets à Comores Telecom et voir que Telma il lance autre chose. Bon, il faut que je commence à dire Yas. Et que Yas à côté lançait des choses pour essayer de bousculer parce qu'il fallait attirer le client pour venir chez nous ou pour aller chez l'autre. Et comme j'ai dit que j'allais développer des cas concrets, je me rappelle, pour une petite anecdote, le jour où Telma avait lancé une opération de tombola, où si on recharge 10 000 francs, on pouvait gagner une voiture. Ça a tellement marché, je n'ai pas les chiffres de ce qui s'est passé à Telma parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'y travailler, mais ça a tellement marché qu'au niveau de Comores Telecom, on nous demande, là, il faut faire quelque chose. Donc du coup, réagir, c'est soit tu te dis, ok, ils ont fait une tombola, on va lancer nous aussi une tombola. Mais là, ce serait vraiment
dire que là maintenant c'est eux les leaders et nous on doit les suivre. Donc du coup on a pensé autrement. On a pensé autrement, c'est là où est né le projet, l'émission Miura, parce qu'il fallait faire quelque chose pour riposter ce que Telma a fait à côté. Et là, je vais donner un petit cours, hein, en tout cas, même si j'ai dit que je n'allais pas donner de cours. Mais souvent, nous, en communication, en tout cas dans la stratégie qu'on fait, il faut sortir de son domaine, en tout cas de son secteur, du métier de cœur, de la structure que tu accompagnes, pour pouvoir mieux communiquer. Et Ngora a été un très bon exemple. C'est un projet culturel où on accompagne les jeunes artistes, la culture, mais ça nous a permis, pendant les 2 mois où l'émission a duré, de capter, d'attirer l'attention du public et derrière ça, voir quels sont les problèmes qu'on a à l'intérieur, réseau, service client, offre. Mais l'émission, en tout cas, Ngora nous a permis d'occuper les esprits, le temps de travailler derrière. Et je me suis donné une trame ici pour poursuivre et ne pas, parce que j'ai 45 minutes. Donc, j'ai évoqué le Coca-Cola, c'est très bien. Et j'ai donné ces cas de Comores Télécom et Telma. Je peux parler de beaucoup d'entreprises. Hein. Comores, je pense. Là, j'ai dit Telma nous a donné un peu la puce à l'oreille sur la manière de comment communiquer, ou en tout cas comprendre l'importance de communiquer. Mais je peux en citer d'autres. Canal+, qui sont quasiment seuls dans leur domaine, parce qu'on ne va pas dire. Enfin, on a l'ORTC aujourd'hui qui a la TNT. Mais dans le domaine Canal+, en tout cas, la vente de services pour la télé à la demande. Avant, il y avait TPS, c'est un autre service, mais Canal+ est retrouvé seul et pourtant, ils communiquent tous les jours, mais de façon très, très agressive, un travail qui est très, très bien fait d'ailleurs. Et maintenant, pour rester dans la thématique, cette idée de communiquer autrement pour renforcer l'image, là, on part d'une image de marque. Peu importe ce qu'on fait, que ce soit un projet entrepreneurial, que ce soit un projet artistique, ça peut être un artiste, ça peut être un homme politique, une entreprise ou un projet. Comme je l'ai dit au départ, on ne vend pas juste un produit. Il faut pouvoir travailler sur une image, et cette image de marque va te permettre de fidéliser des gens, c'est-à-dire inspirer, attirer, parce qu'en communication, il faut faire la différence. Pourquoi, quand on me dit communiquer autrement, c'est quels moyens, quels outils tu vas utiliser pour te démarquer dans un secteur. Si je prends le secteur de la banque, par exemple, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a 5-6 banques au pays, dans un pays où on est moins d'1 million d'habitants. Donc du coup, comment faire en sorte que le Comorien qui veut ouvrir son compte bancaire choisisse ma banque et non la banque A ou la banque B ou la banque C? Il ne suffit pas de dire juste, OK, on existe, on est la banque telle. Il faut communiquer, il faut aller sur le terrain, il faut créer de la proximité, il faut créer de la confiance, et c'est un travail qui se fait tous les jours. J'ai l'impression de me répéter, mais quand je disais qu'il ne suffit pas de lancer un produit, parce que tu lances un produit qui parfois, par exemple, est nécessaire, tout le monde en a besoin, et on se dit, OK, les gens consomment, c'est bien. Non, il faut continuer à travailler autrement. Peut-être vous allez me dire, je suis en train de prêcher pour ma paroisse, parce que j'ai besoin que les gens engagent des agences de communication, mais je martèle cette idée pour insister sur l'importance de communiquer. Je vais continuer. On a parlé du Coca-Cola, on a parlé du Caillasse. Oui, je vais revenir sur l'idée de se démarquer, d'attirer l'attention, de communiquer autrement. Je vais revenir sur un cas que j'ai vécu moi personnellement, le projet Holo. Le projet Holo, il fut un temps, si je me rappelle bien, c'était en 2018, la BDC nous a contactés, enfin l'agence Tartib, en nous demandant, quand il y avait le repreneur, le groupe français, le groupe Duval, en disant on a récupéré l'une des premières banques du pays, mais qui aujourd'hui elle est un peu dépassée, en tout cas en termes d'image, par d'autres banques, et on aimerait lancer une opération, en tout cas un projet, quelque chose qui nous permettrait de nous démarquer de la concurrence, sachant qu'on a des difficultés. Ils avaient juste le chèque bancaire, il n'y a pas le GAB, la carte bancaire, là où d'autres banques en ont investi. Donc du coup, on s'entend et on pense à ce projet de mobile banking. Je pense qu'avant Holo, en termes de mobile money, il y avait déjà Telma qui avait lancé Mvula, Comores Télécom qui avait essayé de lancer Ouri Money, le projet a été avorté et a été arrêté. Mvula s'est lancé, mais ça n'avait pas très très bien pris. Et quand on arrive avec le projet Holo, qui n'est pas en tant que tel de la mobile money, parce que c'est plus que de la mobile money, c'est une banque mobile.
On a dû, dans notre stratégie, réfléchir autrement en se disant, OK, il y a déjà Mvola qui existe. Il y a déjà aussi d'autres services, hein, type Wari. Si on reste en tout cas dans le transfert d'argent, il y avait Wari, il y avait MCTV, il y avait enfin, les classiques Western Union et MoneyGram, ouais. Donc du coup, quand on monte la stratégie, déjà quand on choisit le nom, comment aller convaincre un client? Parce que c'est là, je pense qu'il y a des communicants dans la salle. Je pense que le plus difficile dans notre métier, ou en tout cas quand on travaille dans la communication d'entreprise, c'est de convaincre le client. C'est de lui dire, OK, j'ai cette idée, et cette idée, elle a marché. Parce que toi, tu y as travaillé, tu as monté une stratégie, tu montes un logo, une charte graphique, etc. Et tu vas voir le client qui souvent, parce que comme je l'ai dit, on a trop souvent confondu le rôle, en tout cas le métier de communication. La plupart se disent la communication, écoute, c'est simple, c'est une affiche, c'est créer des réseaux sociaux, c'est faire une petite vidéo, c'est un site internet. Oui, ce sont des outils. Tout comme je l'ai dit au départ, quand on dit, OK, aller à la radio en parler ou un article sur Alouatan, ce sont des outils. Mais derrière tout ça, il faut une stratégie, et c'est la stratégie qui va te permettre de te démarquer, en tout cas dans ton projet, pour faire en sorte que, voilà, qu'il y ait une différence. Et Holo a été vraiment un cas d'école pour nous, et je pense pour le pays, parce qu'on avait pour une fois carte blanche. Je rends hommage ici à Gervais Atta, qui était le DG de la BDC à l'époque, qui aujourd'hui travaille pour AFG, et il nous a donné carte blanche, il m'a dit, enfin, faites ce que vous voulez. Et quand on a décidé du nom, qu'on allait l'appeler Holo, pour la petite histoire, on avait réfléchi, il y avait plusieurs noms, on avait voulu l'appeler Ninga Mobile, et puis on a pensé qu'il y avait un projet qui s'appelait Ninga, qu'il y avait un Ninga Bus. Et on s'est dit, non, 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 les gens vont identifier ça au projet des bus. On a voulu l'appeler FEDA, on a vu que FEDA, il y avait un programme en Tanzanie qui s'appelait comme ça. On ne pourrait pas non plus l'appeler M-Pesa parce que ça existait au Kenya. Et donc, du coup, on arrive avec Holo dans cette idée où il me fallait un petit mot simple à retenir qui va capter l'attention. Et Holo, dans le comorien, c'est une sorte d'interjection, comme quand on dit hey, hola dans d'autres pays, mais qui a un sens aussi. Parce que souvent, on dit... en tout cas dans l'oralité traditionnelle, quand on disait holo, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Par exemple, à l'époque où le petit port au boutre qui existait, où le commerce qui rentrait au pays était seulement des bateaux qui venaient des pays arabes, la péninsule arabique et chirazienne, il y avait cette expression, on disait holo, holo et meli rinanga. Donc, du coup, c'était synonyme d'une bonne nouvelle. On allait pour voir que Zimba Hadja Henry, etc. Ou bien holo, et mwana hazalo, hajamwana mme, hajamwana mshenge mnono, etc. Ou bien holo, et mashuhulia, et mwana ngasinga joka mfumujao, etc., etc. Donc, du coup, on a voulu emprunter ce petit mot qui est très simple à retenir, qui peut passer dans n'importe quelle langue. Et pour dire holo, la nouvelle banque est arrivée. Et elle est 100% numérique. Et dans notre stratégie, je me rappelle encore comme si c'était hier, quand on a été présenté aux responsables de la banque, de la BDC, en leur disant, on va démarrer en prenant des panneaux de Roujdi Média, une cinquantaine de panneaux sur le territoire national, on va juste écrire Holo, juste le logo Holo. Tu vois. Et ils nous ont demandé, ça va nous coûter combien? Mais tu vois, si on fait le calcul, une cinquantaine de panneaux, etc., je pense que c'est entre 4 et 5 millions. Et ils me disent, donc du coup, on va payer 5 millions pour juste écrire Holo. Pourquoi? Pourquoi ne pas dire que Holo, c'est une banque mobile qui arrive de la BTC, tout ça. Vous ne mettez même pas le logo de la BTC, les gens ne vont même pas savoir que c'est nous. Donc, du coup, on leur dit, OK, faites-nous confiance, c'est notre métier. Des panneaux, il y en a, je ne sais pas maintenant, peut-être une centaine sur le territoire national. Tous les jours, on passe, on voit des affiches publicitaires 4x3, des plus grandes, des plus petites, etc. Parfois, c'est agressif. Parfois, on n'a même pas le temps de poser nos regards. On passe vite fait, on n'a même pas retenu le message. Et là, on se dit, pour une fois, on va faire quelque chose où on va obliger les gens à se demander, c'est quoi Holo? Le fait de ne rien communiquer. Je me rappelle quand on a envoyé le fichier à Alouatan et la Gazette pour la publicité, enfin l'annonce sur les journaux. À Alouatan, ils nous ont appelés en nous disant, vous ne vous êtes pas trompé de fichier, parce qu'on a pris une page entière. On a juste marqué Holo. Ils nous disent, mais c'est quoi cette pub? Vous ne vous êtes pas trompé? On leur a dit, non, non, c'est fait exprès. Donc, résultat, en moins de 3 jours, on a attiré la curiosité. Les gens ont commencé à se demander, c'est quoi Holo, c'est quoi Holo? Et la stratégie a voulu qu'on s'associe à Dadipo Slim, que je rendrai hommage à un des meilleurs artistes du pays, qui sortait un album qui portait également le nom de Holo. Et une semaine après, la campagne de l'album de Daddy a été lancée, Holo, et les gens ont commencé à confondre entre les deux. Et quand on dévoile 3 semaines plus tard, Holo, que c'était de la mobile banking de la BDC, donc
on avait déjà touché le monde et puis on annonce la signature de Dadipo Slim comme ambassadeur du projet. Donc, Holo est aujourd'hui ce qu'il est. Enfin, nous, on a eu l'opportunité d'y travailler en moins d'une année. On a lancé et on a continué avec d'autres aventures, hein, comme souvent c'est le cas, hein, c'est de l'entrepreneuriat. Et j'ai parlé, par exemple, en disant que Dadipo Slim a été ambassadeur de Holo, pour le projet Holo. Je vois mon grand frère Cheikh MC qui est dans la salle. Je me rappelle à l'époque, quand on a récupéré la communication de Comore Télécom, on a eu du mal à aller expliquer à nos interlocuteurs en face que dans notre stratégie, je pense que c'était en 2018 le lancement de la 4.5G, on va signer un artiste qui est l'un des meilleurs artistes du pays, qui est connu, qui est aimé, admiré par tous, et il va devenir ambassadeur. Et cela va nous coûter un certain montant. Je ne veux pas annoncer le montant, sinon les gens vont croire que Cheikh MC est riche alors qu'il est encore en train de se chercher, je pense. How? Enfin, on a eu vraiment du mal parce que ça n'existait pas. Là, je parle d'un ambassadeur. Je vais revenir même dans les affiches publicitaires pour vous dire tellement le métier de communication lui-même n'était pas compris ou en tout cas dans son ensemble. Quand on a recruté des jeunes mannequins, des acteurs, des danseurs, des chanteurs, etc., pour les photographier ou faire des vidéoclips avec eux pour les besoins de communication publicitaire, mais on a des clients, quand on leur disait, il faut qu'on paye ces gens-là. Ils nous disaient, mais pourquoi? Comment ça, on doit payer des gens? On va leur faire des photos et on va les afficher, ils vont être connus grâce à nous. C'est le monde à l'envers. C'est un domaine où ça paye tellement cher à l'étranger pour avoir un mannequin, pour s'attacher à ces services. Et là, il a fallu, quelque part, éduquer nos clients en leur disant que non, là, on va utiliser l'image d'une personne pendant X temps, on a besoin de payer. Même si on paye symboliquement, petit à petit, en tout cas mon espoir est que ce métier-là aussi soit reconnu, qu'on reconnaisse que lorsqu'on appelle un jeune mannequin, qu'il soit artiste ou autre, pour poser sur une affiche, ça doit coûter cher. Parce que ce mannequin-là aide aussi à l'entreprise à faire du chiffre, à vendre. Mais ils ne s'en rendent pas compte directement parce qu'ils se disent, OK, je vais payer 150 000 pour un mannequin. Ils ne voient pas comment on va récupérer ces 150 000-là. Ou bien, quand on leur dit, tu nous payes telle somme pour les services qu'on te fait en communication, certains n'ont même pas, en tout cas, l'idée de comprendre l'importance, ou en tout cas, comment moi je vais récupérer l'argent que je mets dans la communication. Parce qu'ils se disent, moi, mes produits se vendent déjà, alors que non, c'est faux. Enfin, ils se vendent certes, mais le fait de ne pas communiquer, comme je le dis, c'est s'effacer et c'est laisser la place à d'autres. Donc, du coup, pour revenir à cette histoire de mannequin et puis de signer notre grand frère Cheikh MC comme ambassadeur à Comore Télécom, a ouvert en tout cas la voie. D'autres entreprises ont commencé également à utiliser cette méthodologie. Aujourd'hui, je vois que c'est devenu un peu la norme. Et voilà. Donc du coup, pour ne pas rester que dans l'entrepreneuriat, parce que je me rappelle la thématique a été il faut que je remonte pour voir ça. C'était communiquer autrement, renforcer l'image des entreprises, mais aussi l'attractivité des Comores. Quand on parle du pays, l'attractivité, c'est beaucoup de choses. Je pense qu'un événement comme celui-ci contribue à faire l'attractivité. Et comme je l'ai dit au départ, tout projet en communication, qu'il soit en entreprise, publique ou étatique, on a un objectif, un message, une cible et des canaux de communication. Là, si on arrive en parlant de l'attractivité du pays, on va se demander par exemple quel est notre objectif. Disons par exemple le tourisme. On est un pays où on nous dit tous les jours que le tourisme est la richesse du pays, c'est le premier socle de tout ce qu'on voudrait faire pour développer ce pays. Mais faire le tourisme, il faut beaucoup communiquer. Si on prend juste notre zone, l'océan Indien, on est entouré, ou en tout cas on est à côté de pays qui sont déjà des leaders en tout cas dans le tourisme. Si on prend les Seychelles, ils maîtrisent le tourisme de luxe. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde concurrentiel, on pourra s'opposer en disant ok, on va aller concurrencer les Seychelles en tourisme de luxe? Maurice ont beaucoup investi sur le tourisme de masse. Madagascar, qui sont, en tout cas leur tourisme est en train de se développer comme le nôtre, on va dire il est encore à l'état embryonnaire, mais ils sont un peu plus en avance. Madagascar, c'est une grande île, c'est une île continent. Eux, ils peuvent se permettre de faire ce que fait
Seychelles, Maurice, La Réunion. La Réunion, ils ont investi sur le tourisme d'aventure parce qu'ils ont le Cartala, etc. Donc, du coup, nous, on se pose la question, quel type de tourisme on va vendre chez nous? Parce qu'on ne peut pas concurrencer les Seychelles, on ne peut pas concurrencer Maurice, en tout cas directement. C'est maintenant qu'on investit dans le tourisme. Donc, du coup, on regarde, on fait la veille concurrentielle, comme je l'ai dit au départ. Ça va être le tourisme de proximité, par exemple, ou le tourisme vert, le tourisme nature. Donc, c'est vendre des mythes. C'est, par exemple, parler du Kartala ou le mythe du prophète, parler du sultanat. Faire en sorte qu'on peut vendre quelque chose ici qui n'existe pas chez les autres et qui fera en sorte que les gens vont s'intéresser. Parce que même si on a besoin de grands hôtels, il faut en construire. J'espère que ceux qui sont en cours verront le jour très, très prochainement. Mais le tourisme n'est pas seulement construire des hôtels. Il faut des circuits touristiques, il faut des histoires à raconter, il faut des sites à aller visiter, il faut des guides touristiques. Il y a tellement de choses. Il faut préparer les acteurs qui vont accompagner le tourisme. Donc, du coup, parler de l'attractivité d'un pays, si je prends par exemple le cas du tourisme ou le cas des affaires, comme j'ai dit, ce salon est un bel exemple, le cas des affaires, devenir attractif, pouvoir attirer des investisseurs à s'intéresser à ton pays, on a besoin de communication parce qu'il faut d'abord leur montrer que le pays est stable, il faut leur montrer que juridiquement parlant, tu peux être protégé, il y a de la main-d'œuvre, il y a tel besoin, il y a tel. Et si on ne communique pas, je peux transposer l'idée de communiquer un projet entrepreneurial à l'idée de communiquer un projet public, à l'idée de communiquer avec l'État. Donc, du coup, utiliser les mêmes méthodes, voire même plus, pour pouvoir attirer, se démarquer et attirer les gens à venir. Pour cela, il faut organiser des salons comme celui-ci, il faut faire des roadshows, il faut se déplacer, il faut aller dans des pays où l'on sait qu'on a des personnes, des investisseurs qui peuvent être intéressés par les Comores. Donc, du coup, il faut aller dans des salons à l'étranger, il faut aller dans des événements et avoir... ça coûtera beaucoup d'argent, c'est énormément de moyens qu'il faut mettre, mais il faut le faire parce qu'on ne peut pas attirer en tout cas les autres à venir chez nous, que ce soit des visiteurs directs en tourisme, que ce soit des investisseurs ou des gens qui viennent chercher de l'emploi, par exemple, en espérant que demain, Inch'Allah, le monde de l'emploi au Comores va exploser, qu'on aura assez pour nous et assez pour les autres, pour ne pas se fermer comme le font la plupart des pays maintenant. On est rentré dans une sorte de bulle un peu protectionniste, nationaliste. Donc, et dans cette idée de vendre en tout cas l'image d'un pays, comme j'ai dit, vendre l'image d'une entreprise, je parle d'une image de marque, il y a cette notion de branding, le branding pays par exemple. On a des cas d'école aujourd'hui, le Rwanda par exemple avec Visit Rwanda, qui pourrait être utilisé juste pour le tourisme, mais Visit Rwanda est utilisé pour tout ce que fait en tout cas le Rwanda. Il y a le cas de la Guinée par exemple, la Guinée-Conakry, qui, on connaît, il y a moins de 5 ans, a connu un coup d'État, une instabilité, il y a un régime qui s'est installé, mais ils se sont investis dans la communication, ils ont communiqué sur un branding de la Guinée en montrant que c'est une terre d'opportunités, et aujourd'hui, ils arrivent à faire en sorte que les gens s'intéressent à leur pays, que les gens y aillent pour investir, que les gens y aillent pour le tourisme, etc. Et on oublie même qu'ils ont connu une instabilité politique il y a moins de 5 ans. Je citerai plusieurs exemples. Là, je parle de la Guinée, du Rwanda, le Canada, par exemple, pour ne pas parler que de pays africains. Ils ont le programme La Destination Canada pour attirer les gens à venir, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, pour que les gens y aillent pour travailler, mais ils ont aussi besoin de vendre leur propre tourisme, etc., parce qu'ils ont pas mal de pays qui sont concurrents. Donc, du coup, cette idée de branding, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec l'Office de tourisme et on leur a proposé depuis, je pense maintenant depuis 2019, un logo qui est utilisé par l'Office où malheureusement, je ne peux pas l'exposer ici, mais tu as une sorte de Comore écrit avec plusieurs couleurs qui reprend un peu les couleurs du drapeau et le sélacanthe comme symbole, qui est le symbole comorien. Mon souhait aurait été que ce logo-là, ou un autre, pas forcément celui qu'on a conçu nous, mais que demain, on ait un logo, un branding qui pourra être utilisé pour le pays, où on pourra le retrouver dans les projets étatiques. Tu as le sceau, tu as le sceau du gouvernement, mais on peut aussi avoir le logo branding pays, branding national, et qui pourra, en tout cas, dans l'ensemble,
attiré en se disant, OK, j'ai déjà vu ce logo-là, ça parlait de tourisme, ça parlait d'investissement, ça parlait de tel et tel, pour avoir une uniformité, en tout cas dans la manière de communiquer, comme le font le Rwanda, la Guinée et bien d'autres pays, le Bénin par exemple. J'en ai parlé, on va sauter. En parlant de attractivité, je vais citer deux cas, en tout cas deux récits positifs pour les Comores, qui doivent être capitalisés et on doit se servir de ces deux exemples pour en faire sur d'autres cas, en tout cas interposer ces exemples sur d'autres cas. Malheureusement, je ne peux pas projeter ce que je suis en train de lire, mais on a tous en tête cette image de Shakir Al-Hadur avec son maillot scotché, numéro 3 au lieu du 16, au Cameroun. Donc, la qualification des Sélacantes pour la première fois dans notre histoire à la CAN a été un événement très très important au-delà du cadre sportif. Je pense qu'on ne s'en rend même pas compte parce qu'on a festoyé, on était tellement heureux de voir que les Sélacantes arrivent à ce niveau-là et qu'on entre dans le concert des nations africaines, en tout cas dans ce monde du sport. Mais cette qualification, ces 4 matchs joués au Cameroun, symbolisent tellement de choses que vous n'avez même pas idée. La plupart des gens qui ont voyagé ici, ou en tout cas qui ont vécu à l'étranger, prenons le cas de la France, souvent quand on se présente en disant je viens des Comores, alors tu avais des remarques, ils disent des Comores, au Cameroun. Quand tu dis je suis comorien, Cameroun, non. Ou bien, pour les moins jeunes, on nous parlait de Bob Denard. Je me rappelle même une fois, je ne sais plus c'était quels Jeux Olympiques, il y avait le journaliste français de TF1, Nelfon Mansour, si je me rappelle bien, qui, quand il y avait la délégation comorienne qui passait, il n'a pas eu de mots à dire pour décrire que de parler de Bob Denard et des coups d'État. Alors qu'on avait... Cette histoire était bien derrière nous depuis longtemps. Heureusement, on a eu des ambassadeurs qui nous ont aidés, en tout cas en France, à s'identifier. Quand on disait, je viens des Comores, Rof, Soprano, Imani, etc. et d'autres. Donc, ils nous ont aidés, en tout cas, à porter cette image un peu positive. Et quand les Sélacantes arrivent, on a commencé à mettre du respect sur le nom des Comores. Les gens commencent à s'intéresser à ce petit pays qui est presque invisible sur la carte. Je parle même de la carte d'Afrique, alors on ne parle même plus de la carte mondiale, et qui arrive à bousculer des grands dans la compétition. Et on a tous vu comment c'est fini, dans quelles conditions ça s'est fini, et ça a encore aidé à inscrire la légende des Comores. Maintenant, cette histoire de Cannes nous a apporté cette idée, comme je l'ai déjà expliqué, de pouvoir se faire connaître autrement. Mais aussi, quand on parle aux spécialistes de tourisme, ils vont nous dire, je n'ai pas les chiffres malheureusement, mais on n'est pas loin d'avoir doublé le nombre de visiteurs des Comores. Après, c'était en période de Corona. Le Corona avait fait en sorte que les gens ne venaient pas, ne se déplaçaient pas. Mais on est passé, avant Corona, on était à quasi 50 000 visiteurs par an et on a quasi doublé ce chiffre. Donc du coup, pour vous montrer tellement à quel point c'est très très positif et comment prendre ce cas, en tout cas ce récit, pour l'intégrer à une stratégie durable pour pouvoir vendre les Comores autrement et attirer les gens à venir chez nous. Un autre cas, c'est la présidence des Comores de l'Union africaine. Je sais que sur les réseaux, on en parle, les gens se demandent, mais quel intérêt on a eu? On a eu président qui a été président de l'Union africaine, ok. Le gouvernement nous a vendu l'idée que, voilà, c'est diplomatiquement parlant, on a beaucoup gagné. Mais le Comorien lui-même, le Comorien lambda, il va se demander, ok, on a gagné en diplomatie, en image diplomatique, mais mon assiette, je gagne quoi? Le pouvoir d'achat, mon salaire, etc. Donc du coup, ce sont des résultats qui vont arriver, ces conséquences directes ou indirectes qu'on n'a pas vues tout de suite, mais le fait d'avoir occupé ce poste-là, d'abord cette audace de se dire, pour la première fois, en tant que petit pays, je veux diriger l'Union africaine. On a été les premiers. Il y a beaucoup d'autres petits pays. Et là, il n'y a pas que l'Union africaine. Tu as beaucoup d'organisations. Nous, les petits, on va nous dire, mettez-vous ensemble, vous créez l'association des États insulaires, etc. et vous vous débrouillez. Mais quand on essaie de dire que non, nous aussi, en droit international, on dit en tout cas qu'on est tous égaux. Mais ça ne s'est pas justifié avant d'avoir cette audace de se dire que non, on peut diriger l'organisation continentale. Et vous avez vu la rude bataille qu'on a eue avec le Kenya, qui pourrait nous écraser, parce qu'il avait déjà l'habitude, mais on a tenu en se disant non, c'est toujours les grands. On ne peut pas être petit et diriger la destinée de
des 55 pays africains. On y a tenu. Et comme ça a souvent été répété, diplomatiquement parlant, le pays a fait un gap, parce qu'on s'est invité dans la cour des grands. On s'est invité dans des événements qu'on n'aurait pas pu y aller en tant que Comores. Par exemple, le G7, le G20. D'ailleurs, c'était l'un des avantages, l'un des points positifs de cette présidence, c'est qu'on a réussi, nous, en tant que petit pays, à inscrire l'Union africaine comme pays membre permanent du G20, par exemple. Mais le fait que le président de la République s'invite au G7, au sommet des BRICS, au G20, et j'en citerai encore d'autres cas, en tant que président de l'Union africaine, forcément, il va parler de l'Union africaine, mais il va parler de son pays. Parce qu'il a l'occasion de rencontrer des types qui ne les auraient pas vus tous les jours. En tout cas, quand on se retrouve, par exemple, à l'ONU, il y a tous les pays qui sont là, et tu n'as pas le temps de rencontrer, on va dire, les grandes puissances, en tout cas les pays les plus riches. Et tu as d'autres conséquences aussi, c'est que le fait de la présence de l'Union africaine, c'était un peu comme la CAN, d'autres pays le découvrent, et les gens commencent à s'intéresser. Ils viennent, peut-être on peut investir, c'est un beau pays. Maintenant, c'est à nous de nous organiser, de capitaliser cela, pour faire en sorte que ça ne soit pas qu'une simple victoire diplomatique. Ça prendra du temps. Et on va revenir aussi dans ce cas de communiquer pour une entreprise, parce que je fais le parallèle entre les deux. Communiquer pour une entreprise, si tu communiques aujourd'hui, tu ne vas pas voir les résultats tout de suite. Et ce n'est pas une raison non plus de se décourager en disant « ouais, mais bon, j'arrête » ou bien parce que ça ne marche pas. Il faut continuer, comme j'ai donné le cas de Coca-Cola. Maintenant, pour finir, si je dois donner quelques tips pour dire « ouais, communiquer autrement », c'est comment faire. Enfin, je pense que les exemples que j'ai donnés ici, je n'ai pas le temps de tout développer, mais aujourd'hui, il faut savoir innover. Et je pense qu'on est dans un monde où il est encore plus simple d'innover aujourd'hui. Le web, en tout cas Internet, nous a tellement facilité la tâche. Là où avant on devait faire des recherches, avoir encyclopédie, des dictionnaires, etc. Aujourd'hui, on pose une question sur Google, et même Google a été dépassé, c'est l'IA. Google, avant, il nous ramenait plusieurs réponses, et là, maintenant, l'IA, il organise la réponse, même s'il ne faut pas se fier à 100%. Et donc, du coup, c'est innover dans les formats qu'on va utiliser. Là, je parle que ce soit en communication d'entreprise ou en communication de façon globale, de projets qui soient étatiques ou autres. Donc, du coup, innover dans les formats. On a le digital, avec les réseaux sociaux, les vidéos, mais pensez également à l'affichage, pensez également à la télé, parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui communiquent en ignorant qu'il y a le RTC. Mais le RTC est regardé, que ce soit ici ou en France avec la diaspora. On ne peut pas juste se dire que ouais, moi j'ai les réseaux sociaux, c'est bon. Les réseaux touchent une cible beaucoup plus importante, certes, mais il y a une cible qui n'est pas forcément sur les réseaux, ou en tout cas qui ne va pas forcément s'intéresser à ta page, la page de ton projet, de ton entreprise. Donc le RTC est important, mais aussi les médias communautaires, parce que la radio, elle est encore debout, malgré le fait que les réseaux ont pris le dessus. Donc du coup, pour faire parallèle entre l'entrepreneuriat et l'attractivité de pays, donc du coup, il faut valoriser les réussites locales. J'ai envie de parler d'un fait où peut-être on ne se rend pas compte directement, mais faites un tour sur Google et mettez Comores. Et voyez ce qui va s'afficher. Bon, après, comme la géolocalisation, on va nous mettre des choses, avec les algorithmes, on va nous mettre des choses qui t'intéressent, etc. Mais c'est très, très important, et là, c'est un message que j'aimerais nous lancer ici, à nous tous. On a en tout cas cette obligation de faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au pays. Il y en a beaucoup, je ne pourrais même pas les compter, ce qui ne va pas, etc. C'est énorme. Mais on y travaille, nous tous, ce n'est pas une histoire de gouvernement, c'est ce neutre-là tous. Maintenant, si on veut que l'étranger qui tape les Comores tombe que sur tous les problèmes, ça ne sert à rien de parler investissement, de parler attractivité, de parler de tel. Parce que c'est là le premier message qu'il faut passer. Et donc, du coup, si on est bon qu'à parler des problèmes, c'est compliqué. Il faut aussi pouvoir parler de ce qui marche. Moi, il y a un cas, Amin Seyd Ahmed, qui travaille à la Mecque, qui fait chaque année ou chaque fin d'année, sur sa page Facebook, il cite les bonnes actions, en tout cas inspirantes qu'il a vues au cours de l'année. Imaginez s'il y avait 50 Amin qui faisaient la même chose. Ou s'il y avait des gens qui se levaient tous les jours, en allant sur les réseaux, en allant sur différents canaux, et parlaient que des choses positives. Des plages, les montagnes, la mer, la population, la paix, même si on commence à avoir peur. Avant, on disait que la richesse des Comores, c'était la paix. Et on voit que la paix commence un peu à être menacée. Mais
construisons nous-mêmes, en tout cas notre propre storytelling. Ne parlons pas que des choses négatives. Je ne veux pas dire on ne doit pas en parler, parce qu'on doit en parler et critiquer pour faire en sorte que ça change. Mais parlons aussi du positif. Parlons de Chick MC, de Daddy, de Titi, de tellement d'artistes. Je ne parle pas que des artistes, il y a tellement de choses bien qui se font, d'entreprises. On n'a pas que le salon, que ces 3 jours de salon pour parler des entreprises ou des Comoriens qui innovent. Inondons les réseaux, inondons le web avec des messages positifs pour faire en sorte que celui qui n'est pas comorien, qui va faire des recherches demain, il va tomber aussi sur ce positif au lieu de se dire que ouais, c'est la misère, c'est la corruption, c'est tel et c'est tel de négatif. Parce que là, on n'attirera personne. Donc, du coup, et on a en tout cas cette obligation de construire notre récit, en tout cas un narratif positif. Et je vais insister, mais communiquer pour moi, en tout cas pour une entreprise, excusez-moi, il faut penser à la durée. Il ne faut pas communiquer aujourd'hui, tu as lancé un projet, c'est bon, les gens commencent à l'acheter et se dire, ah ok, et reposer sur ses lauriers. Il faut vraiment continuer, le faire durablement pour en tout cas rester numéro 1 ou rester en tout cas dans le domaine, parce que c'est très simple d'arriver au sommet, mais le plus difficile, c'est d'y rester. Donc du coup, c'est inspirer confiance et c'est conquérir autrement, ça veut dire c'est comment se démarquer pour faire en sorte que les gens arrivent à te différencier en se disant que, je vais revenir aussi au cas Coca-Cola, peut-être tout le monde n'en boit pas, mais lorsqu'on rentre dans une boutique et qu'on veut une boisson, directement on pense à Coca. Directement, inconsciemment, on ne s'en rend même pas compte, hein, mais ils nous ont tellement martelé, la pub à la télé, les enseignes, les affiches, les réseaux sociaux, etc., que quand tu rentres dans une boutique, tu veux boire, tu penses à Coca-Cola. Transposons le cas Coca-Cola dans nos propres projets, qu'ils soient entrepreneurial, artistiques, publics, culturels et autres. Et pour un pays, il faut qu'on continue à travailler sur la visibilité d'un pays. Dans un monde devenu village, et où tu en as d'autres qui excellent dans certains domaines, il va falloir qu'on continue à trouver ces petites différences, comme on a fait avec la CAN, comme on a fait avec la présidence de l'Union africaine. Il y en a forcément d'autres cas. Hein. Il y a des artistes qui nous représentent dans des festivals à l'étranger. Je citerai le cas de Salim Zehamade Mouassi avec Cheza, qui nous a ramenés dans des salles, dans des pays pour représenter la culture comorienne. C'est énorme. Il faut valoriser ces cas-là. Et il faut plusieurs Salim. Il faut plusieurs compagnies de Cheza, il faut plusieurs Cheikh MC, il faut plusieurs Shakir Al-Hadir ou Stéphane Cousin pour faire en sorte que dans tous les domaines, on puisse imposer les Comores autrement. Parce que ce sont des petites actions, c'est un peu comme la métaphore de la vague. Nous, on voit juste une vague, mais la vague, c'est plusieurs petites vagues combinées pour en former une. Et chacun, avec son petit effort, fera en sorte que demain, ce sera une très très grande vague. Bon, la vague n'est pas négative, je veux parler d'une vague d'action pour ne pas penser à couler. Et donc, du coup, continuer à faire en sorte que le pays gagne en crédibilité, et c'est ce qui nous permettra d'être attractif. Pour finir, un message, si nous ne racontons pas notre propre histoire, d'autres le feront à notre place et le feront mal. C'est un peu comme l'histoire du chasseur et du lion. Le chasseur dira toujours qu'il est le plus fort parce qu'il a réussi à chasser. Si le lion racontait son histoire, elle serait différente. Donc, voilà, je m'arrêterai là en espérant que mon propos vous a touché et que ça vous permettra d'avoir une réflexion. Et avant de finir, j'aimerais rendre un hommage en tout cas, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit au départ, le métier de la communication est tellement en train de gagner en ampleur, je ne pourrais pas compter les agences de communication qui se créent. Moi, quand je suis arrivé avec mes amis, quand on a créé Tartib, je suis arrivé en 2016, on a créé en 2017, il y avait, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 agences. Il y avait Agence Calam, de notre grand frère Modali, qui existait là depuis des années. Il y avait CVU, de mon grand frère Doudou. Mais la plupart de ces agences étaient un peu spécialisées. Hein. Doudou était un peu spécialisé dans l'image, l'événementiel, etc. Il y avait Nextez, je suis admiratif du travail que fait Nextez depuis des années. Je n'avais pas encore quitté le pays, ils étaient déjà lancés. Je suis revenu 10 ans après, ils maîtrisaient ce domaine et ils font des merveilles encore aujourd'hui. J'ai vu Tomimou qui a lancé Kino Inc., qui est un peu spécialisé dans le web. Et
Quand on arrive et qu'on crée Tartib, je peux citer aussi Roujdi, hein, même si c'est une imprimerie, mais à l'intérieur de l'imprimerie, il y a cette idée d'agence de communication qui accompagne aussi des clients. Et quand on crée Tartib, il fallait nous démarquer. Donc du coup, on se dit, OK, si les autres font vidéo, web, événementiel, etc., nous, ça va être quoi le plus? Donc on est arrivé avec cette idée de communication de 360, où c'est la stratégie d'abord qui prône. C'est-à-dire, c'est accompagner des clients, écouter son projet de A à Z, réfléchir pour lui ou avec lui, pour lui proposer une stratégie et voir quels outils et quels supports de communication on va mettre. Et aujourd'hui, ça a tellement grandi. Je citerai mon ami AST qui a pris le risque de quitter son poste à Telma et créer et de venir transformer Interface Prod, qui était un producteur de clips et de musique, est devenu une agence de communication par entière et qui aujourd'hui accompagne pas mal d'organisations, pas mal de structures. Il y a Hermès qui est arrivé, mon ami Amine, et qui a ramené une nouvelle fraîcheur, en tout cas dans l'idée de la communication, de communiquer autrement. Il y a Creative, il y a Watonia Media, même si on va peut-être me dire que ce n'est pas une agence de com, mais c'est une agence de com parce qu'il fait des choses en communication. Il y a... Je ne pourrais pas compter le nombre d'agences qui se développent aujourd'hui et le nombre de jeunes qui s'intéressent en tout cas au métier. Je n'oublierai pas parce que parmi les agences qu'on a eues au pays, on a eu la Ajaprod qui nous a tellement inspiré, a fait qu'en tout cas, dans la vidéo aux Comores, on a eu un tournant. Il y a eu un avant Ajaprod, un après Ajaprod qui fait qu'aujourd'hui, on peut vous fournir des contenus de qualité dans la communication. Il y a Média Futur qui nous amène cette idée de communiquer, la communication urbaine, etc. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je suis très content de voir cette émulation, en tout cas cette idée où la communication grandit, prend de l'ampleur dans le pays quand on voit le nombre d'agences qui se créent, quand on voit le nombre de jeunes qui s'intéressent au métier, sachant que c'est un métier qui est très difficile parce que là j'ai entendu tout à l'heure M. Monahazi, les gens qui parlaient d'employabilité, il faut penser à la formation en communication. Parce que la plupart, on a fait communication, mais vraiment communication globale, communication politique ou communication numérique, etc. Mais les métiers de la com lui-même, le photographe, le designer, le vidéaste, le chargé d'événementiel, en tout cas, ceux qui ont des agences, on est obligé de recruter des jeunes qui sont passionnés et les former. Ils sont arrivés avec un petit niveau parce qu'ils ont été passionnés et on les forme nous-mêmes. Il n'y a pas, à part ce que fait AST de temps en temps avec des formations ponctuelles, mais il faudrait penser. Il faudrait pousser aussi nos petits frères et nos petites sœurs à apprendre ces métiers-là. Il ne suffit pas de faire droit, histoire, économie, etc. Il y a des métiers qui sont très importants pour l'avenir du pays. Et cela pour dire aux entreprises, recrutez des agences de communication, recrutez des consultants en communication pour vous accompagner dans vos projets. Et ils vont vous aider à grandir et à rester les meilleurs dans vos domaines. Merci beaucoup. Merci Samir, merci. Merci pour cette belle prestation et cette belle promotion de la communication. Merci. Juste pour rappeler à l'assistance que cet après-midi, ça sera encore plus intéressant. Nous aurons des tables rondes sur la diaspora et son rôle dans l'économie. Nous aurons aussi sur les femmes, l'autonomie des femmes. Et je crois que nous avons quelque chose également sur l'économie bleue. Donc, à mon avis, c'est une après-midi très chargée, très intéressante. Donc, je vous demanderai de bien vouloir participer nombreux à ces activités. Merci et bon appétit. Merci Samir. Merci beaucoup. Merci, chère assistance. Du coup, je comprends qu'il n'y a pas de questions. On s'arrête là, comme ça on continue avec la suite. C'est ça? Ok. Sinon, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. On peut prendre 15 minutes pour des questions. Je pense qu'il devrait y en avoir. Moi, ça me va s'il n'y a pas de questions. Ça me va très bien. Ok. Je ne sais pas s'il y a un micro. Salim, micro. C'est le 9. Merci, Monsieur Samir. Vraiment, c'est une belle
Belle présentation, en tout cas. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt, je dirais, un peu plus d'informations, de plus comprendre un peu le process dans le démarquage, comme vous l'avez dit. Il y a l'aspect communicant maintenant ici, aujourd'hui, il faut se démarquer, justement. Mais nous vivons dans un monde également que, entre guillemets, vous m'excusez pour le terme, la communication, on le comprend comme c'est quelque chose de facile. Il suffit de dire ce qu'on pense et on dit, bon voilà, il a communiqué. Avec maintenant l'arrivée de Facebook, les choses encore, ça prend de l'ampleur sur l'aspect communication. Donc, on ne voit pas vraiment l'expertise, comme vous le dites, l'expertise de la communication pour attirer un peu un aspect positif. Aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup appris des choses sur l'aspect communication, l'aspect le démarquage. Mais ce que j'aurais aimé comprendre par rapport à votre expertise et votre expérience que vous avez vécue, comment justement sécuriser, si je peux dire, cette facilité de communication qui entache un peu la valeur de communicant pour passer le message vraiment normal qui devrait être passé. Parce qu'il y a des devants maintenant, vous savez, il suffit que quelqu'un ait un téléphone, il peut tout raconter toute une histoire, sans autant avoir la fiabilité de l'information ou sinon l'aspect s'approprier de tel outil pour communiquer. Maintenant, en tant qu'expert de communication, comment pensez-vous à sécuriser un peu ces flux de communication qui devient un peu plus facile à dénigrer un peu le métier, alors que vraiment vous avez parlé beaucoup de choses positives, que même mon enfant, je pense vraiment que je vais l'orienter dans la communication pour vraiment avoir cet aspect que vous avez déjà aujourd'hui. Et merci beaucoup vraiment pour ce que vous avez porté au pays par rapport à l'expérience que vous avez évoquée. Et vraiment, c'est un exploit et je vous remercie personnellement. Merci. OK. Assalamu alaikum. Merci Samir pour cette présentation. Je pense que la communication a besoin de communication. On a besoin de comprendre ce que c'est. Donc un travail comme ça, c'est très important. Et ce que je pourrais rajouter, c'est une phrase, pour ceux qui se rappellent de Maremou Camarade, c'est d'Ibrahim qui avait un petit atelier, mais qui avait beaucoup de succès à Mtsangani. Sur sa porte, je pense qu'il avait marqué la meilleure pub, c'est le service. Et quand on parle d'attractivité du pays, tu as cité par exemple le Visite Rwanda, qui est une bonne chose qu'on devrait avoir. Sauf que je ne pense pas qu'au Rwanda, quand tu débarques, tu as la porte qu'on a à la fameuse porte de l'aéroport international Prince Ibrahim. Je pense que ça te donne envie de venir, si on vend le côté positif, mais ça te donne envie de repartir quand tu arrives. Je pense que la communication, ça dépasse la communication. Pour donner envie aux gens de venir aux Comores, aujourd'hui, on n'est pas comme avant où le touriste, il fait des photos et il va mettre sur un mur chez lui comme souvenir. Aujourd'hui, on communique direct. Ça veut dire qu'à ton arrivée, tu as le téléphone. Et on a eu cet été ce qu'il y a eu. L'image qui a le plus tourné, c'est la porte des toilettes de l'aéroport. Donc, je pense qu'on doit prendre cette responsabilité parce qu'on a parlé de ceux qui parlent de choses négatives sur les réseaux et qui sont plus perceptibles sur Google que ce qu'il y a par exemple, My Activity est moins vu par rapport aux belles choses qu'ils font. Ils sont moins vus que cette image-là, par exemple. Donc là, on oppose deux cas qui, dans la communication, le passage est important parce qu'aujourd'hui, la communication, tout le monde communique. Nous sommes tous des communicants et c'est cette expérience-là qui appelle les gens à venir. Je voulais juste faire ce rajout et je vous remercie. Merci. Je vais prendre ces deux interventions pour ne pas oublier. Merci, merci en tout cas pour... c'est même pas des questions, c'est des rajouts à ce qu'on était en train de dire. Pour revenir à la première intervention, effectivement, comment quitter ce piège? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit au départ, c'est devenu très simple. Les gens pensent que communiquer, c'est simple, c'est
C'est les réseaux, c'est une petite vidéo, c'est écrire, c'est quelqu'un qui sait bien parler, etc. Et je dépasserai même la com. J'ai pas envie d'ouvrir ce débat-là aujourd'hui, mais c'est un peu comme le journalisme aujourd'hui. On a juste un téléphone et voilà, on confond encore une fois les lanceurs d'alerte, les influenceurs et les journalistes, par exemple. Donc du coup, c'est tout un autre débat. Il faudrait peut-être, comme on aime bien faire des assises sur le journalisme. Et pour revenir à la com, je pense que c'est à nous, comme a dit mon grand frère Chick MC, la communication a besoin de communication. Et cette phrase, elle résonne en moi parce que souvent on me dit, en fait, j'ai Tartib, je crois que c'est la première fois qu'on communique, c'est la première fois où on a pris un stand, etc. Et pourtant on existe depuis 5-6 ans maintenant, ou 7 ans. Et on n'a jamais communiqué sur nous, on a juste ouvert des pages sur les réseaux sociaux juste pour tenir le nom, quoi, tu vois, pour pas qu'on le pique, etc. Alhamdoulilah, on a un site, je l'ai mis à jour récemment. Et on ne communique pas assez parce qu'on est vraiment focus dans notre métier, dans ce qu'on fait pour nos clients, qu'on ne communique pas. Mais là, on a pris conscience qu'il faut communiquer. Et on n'est pas les seuls, les autres le font également. Rochdi le fait très très bien, il communique sur ce qu'il fait. Et pour pouvoir montrer l'importance de notre métier, qu'il ne suffit pas d'avoir un téléphone, qu'il ne suffit pas d'avoir une petite idée en disant que, ok, je lance mon projet, j'ai besoin de réseaux sociaux, j'ouvre ma page. C'est bien, il faut le faire, parce que souvent on n'a pas les moyens d'aller voir une agence. Et je vais profiter pour parler de ça aussi. Les gens ont l'impression, quand ils entendent parler de, allez, disons, interface, Tartib, Nextez, que si je lance mon projet, là je parle au porteur de projet. Si je vais aller voir Tartib aujourd'hui pour dire, ouais, est-ce que tu peux m'accompagner dans mon projet, il va dire, non, mais Tartib c'est cher, je ne pourrais pas, ou interface c'est cher, ou Nextez, ou CView. Non, il faut déconstruire cette idée-là, il faut aller... Peut-être que nous, on a besoin d'accompagner des porteurs de projets parce qu'on s'est lancé, on a galéré pour nous lancer. On sait ce que c'est. Et on ne va pas faire payer un porteur de projet ce qu'on va faire payer à une entreprise qui est déjà établie ou un projet où aussi qui a des sous, etc. On va s'adapter pour aider les gens à se lancer. Mais pour répondre à la question, je pense qu'il faudrait qu'on s'organise. Amine m'avait déjà lancé l'idée qu'il faudrait, maintenant que le secteur est en train d'évoluer, il y a des agences qui arrivent, il faudrait qu'on s'organise et qu'on ait une sorte d'association ou en tout cas qui va réguler le métier. Il faut qu'on régule également parce que, là j'ai parlé de l'histoire des prix. Tu peux aller voir quelqu'un, tu lui demandes un tel service, on lui dit 100 francs, tu vas voir l'autre, il lui dit 10 francs, par exemple. Tu vois, il faut qu'on se protège, il faut qu'on protège notre domaine et il faut qu'on se voit, qu'on parle entre nous, quitter cette sphère amicale, mais aussi s'organiser professionnellement parlant parce que d'autres le font et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tout ne va pas bien, mais ça se régule. Et continuer, comme a dit, comme si je reviens encore une fois, la communication a besoin de communication, montrer l'importance de l'expertise, qu'il ne suffit pas de juste prendre un téléphone et faire. Il faut une idée derrière, il faut une stratégie derrière, il faut vraiment, tu vois, tu as une stratégie, tu définis un but, un objectif, et tu vois comment tu lances, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Et recommencer, par exemple. Donc, ma réponse, en tout cas là-dessus, c'est s'organiser, c'est communiquer nous-mêmes pour que les gens comprennent ce qu'on fait. Et quand je dis communiquer, c'est donner ces exemples de réussite qui font que les gens vont se dire, ah, ok, tel projet a été bien parce qu'ils ont mis les moyens en communication. Et là, les autres vont venir. Voilà. Et pour revenir à ce que dit Chick MC, effectivement, même si je lance cet appel à communiquer positivement, et où je dis qu'il y a beaucoup de choses positives qu'on pourrait parler, il y a My Activity, il y a Discover More, et je pourrais citer des cas et des cas. Et effectivement, le négatif apparaît plus vite, parce que quand on fait notre ras-le-bol, on ne fait pas un ras-le-bol sur des choses inexistantes. Ce sont des réalités, et on est des citoyens, c'est normal d'en parler. Et c'est comme quand on parlait de tourisme. Je le disais au départ, le tourisme, ce n'est pas juste construire des hôtels. Il en faut, hein. Il nous faudrait bien des hôtels, hein. J'espère que ça continuera. Mais c'est tout un ensemble. C'est effectivement l'aéroport, c'est la porte d'entrée du pays. À part ce qui se fait à l'intérieur, mais quand tu as bataillé, tu es passé par la PAF, tu as été tapis roulant, tu récupères tes colis quand tu as réussi cette bataille, tu sors dehors, les taxis, ce n'est pas organisé, donc tu arrives à avoir un taxi. Mais dès que tu quittes l'aéroport, la porte, la première chose que tu vois, hôtel. Dans des... qu'on appelle Zeng Bazakat, ça m'a cassé à l'oval. Parce qu'on confond ici, encore une fois. Il faudrait dire aux gens, là, entre hôtel et restaurant. C'est la première chose que tu vois. Donc après avoir... C'est comme si... mais tu as juste envie de repartir.
Et quand tu es comorien, ça te fait mal, mais quand tu es étranger, tu te dis, ah, c'est ça les Comores. Ah, ok, parce que c'est la première image que tu vois. Après l'aéroport, tu sors de l'aéroport, tu vois hôtel. Ah ouais, c'est ça les hôtels. Et même si on écrivait restaurant, mais ah, c'est ça les restaurants. Donc du coup, ouais, je lance un appel à la population de façon globale, mais aussi aux responsables. Il faudrait repenser tout ça. Il ne suffit pas de construire un aéroport ou des hôtels, mais il faut revoir cela également. Moi, dans ma folie, j'aurais aimé que demain, par exemple, l'exemple de Mirandou se répète, en tout cas dans le parcours Hahaya Mourouni, Hahaya Mitsamihuli, qui est la zone touristique, par exemple. Où on se dit qu'au moins les visiteurs qui vont venir dans ce pays, au moins ils vont aller dans ces zones-là. Ils sont obligés de venir à la capitale, ils sont obligés d'aller au nord, là où c'est la zone balnéaire, quoi, la zone touristique. Et reprendre l'exemple de Mirandou, avec cette idée de village bleu, et peut-être innover, hein, peut-être il faudrait lancer, j'en avais déjà parlé à l'office, il faut lancer un concours de village fleuri, s'inspirer de ce qu'on a fait avec Niora, et là je lance l'appel ici, peut-être que d'autres personnes le feront. Ce qu'on a fait avec Niora, où c'était des artistes, imaginez si on lançait un concours des villages, plus beaux villages. On y met des indicateurs, c'est des fleurs, c'est des places publiques propres, c'est des monuments, etc. C'est de la peinture sur les maisons, je ne sais pas. Et tous les 6 mois, on décerne des prix où il y aura un peu d'argent qui aideront encore ces gens-là à continuer. Peut-être que ça nous aiderait à revoir autrement. Comme je l'ai dit, c'est notre responsabilité à tous. Et effectivement, celle de l'État, elle est encore prépondérante. Mais voilà, je rejoins parfaitement ton point de vue. Et c'est des petites choses qu'il faut revoir. Et comme tu l'as dit, la communication, c'est faire au-delà de la communication. Mes amis qui font de la com, qui accompagnent des entreprises ou des projets, au lieu d'aller juste poster des choses sur Facebook ou faire des jolies vidéos, dites-leur que, écoute, si on mettait de la peinture sur ton bâtiment, ce serait déjà bien. C'est-à-dire sortir de la com pour communiquer et voir ces petits détails-là qui n'y vont pas. Je suppose que l'aéroport a un communicant. Donc du coup, il y a des petites choses comme l'apport des toilettes que tu as montré, ça n'a pas besoin d'un conseil des ministres. On peut se poser en se disant, ouais, la porte là n'est pas digne d'un aéroport où on reçoit des gens. Donc du coup, continuons en tout cas à en parler et à conseiller au-delà de notre juste métier, filmer, designer et écrire des posts sur les réseaux sociaux. Merci. Ok, merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là et passer au déjeuner. Merci Samir. Ça va, c'était très très bien. Tu t'es bien débrouillé, même dans les questions-réponses difficiles face à MC. Marhaba Menchi. Si c'est validé par une chaise, je prends ça pour plus qu'un compliment. Merci. Merci.